Chers amis, soyez bienvenus à cette série de la nature de l'homme. Aujourd'hui, nous traitons le sujet « Je me garderai pour toi, la chasteté n'aurait jamais dû se démoder ». Et je profite de l'occasion aussi pour souhaiter la bienvenue à Itama. Bonjour et bienvenue à tous à ce nouveau sujet. Donc, avant d'aborder le sujet, j'aimerais commencer par une question. Qu'est-ce qui affaiblit les couples dans cette génération? Parce qu'aujourd'hui, on assiste à un phénomène des modes qui est le divorce. Il y a des nouvelles de divorce partout. Tout le temps, j'entends parler de divorce. Aïtama, tu vois. Bah oui, de plus, ce qui est maintenant à la mode, c'est de plus se marier ou justement ne pas avoir à se divorcer. Oui, je pense que le divorce, à un moment donné, ça va s'arrêter parce qu'il n'y aura plus de mariage, c'est ça? Ouais. Oui, c'est une calamité, puisque les stabilités de la société dépendent de la stabilité de la famille. Et il y a de plus en plus de divorces. Et c'est impressionnant comment aujourd'hui, même les enfants, on parle des jeunes enfants, ils disent, moi, je n'ai jamais me marier. Pourquoi? Pour vivre ce que vivent mes parents, c'est pas la peine. Donc ça, c'est un vrai problème. Et on se pose la question, qu'est-ce qui provoque ce phénomène aujourd'hui? Eh bien, il y a beaucoup de choses, mais il y a un élément qui est assez important dans ce panorama psychologique de ce problème. Donc, c'est un phénomène qui est arrivé en 1997. Et c'est la sortie du film Lolita. C'est un film qui a été inspiré de l'œuvre d'un écrivain, Vladimir Nabokov. Et ce film est devenu une référence sociale dans le domaine de l'éducation des jeunes filles. C'est incroyable. Et de là vient le terme Lolita. Donc, nous avons tous probablement entendu parler des Lolita, les Lolitas. Et en Europe, c'est assez connu, même aux États-Unis. Et Lolita, c'est une jeune fille. C'est une jeune fille qui a des caractéristiques particulières, Aïtama. Comment ça serait Oui, bah, la elle est Lolita? coquette et en fait, elle a des caractéristiques d'une femme adulte Oui, donc c'est une jeune fille. qui se comporte comme une femme adulte. On pourrait dire, entre guillemets, une jeune fille déguisée en femme. Ouais. Et ça fait rire, les gens. Et on Ils trouve peuvent ça trouver trop ça mignon. mignon, oui. Oui, on trouve ça trop mignon. Mais en réalité, ça a été inspiré par ce mouvement qui a suivi la sortie de ce film. Il faut savoir que le livre de Nabokov existe depuis très longtemps et qu'à la sortie de ce film-là, ce sujet est devenu vraiment tendance. Euh, et là, on a un exemple d'une Lolita. On voit une jeune fille maquillée comme une femme. Comme le minimis, Oui, tout à fait. qui est à la mode surtout aux États-Unis. Et il y a aujourd'hui beaucoup de photographes qui font des études photo des jeunes filles complètement maquillées, habillées comme une femme, des photos très sexualisées. Et en fait, ça a un impact dans le concept que l'enfant a de lui-même et son expérience. Là, on a la version asiatique de Lolita, Comme les un mangas. peu, voilà, comme les mangas, un peu hentai et autres. Et donc, c'est inspiré de cette culture-là et c'est toujours, toujours très sexualisé. Euh, et là, bah, on a ces phénomènes, des défilés de mode, des spectacles avec des enfants qui assument une position très sexualisée. Donc et là, on rentre en plein ce qu'on appelle l'hypersexualisation des jeunes. Et ça, c'est un vrai problème aujourd'hui qui touche pas seulement les filles, mais aussi les garçons. Donc, on dit qu'il y a les Lolita, il y a les Lolitos, comment on pourrait dire ça en français? Les lolos. Mais c'est une réalité, en fait. Même les garçons, ils doivent on leur apprend à avoir une posture très orientée macho, sexuelle ou autre. Et en fait, on prive l'enfant de cette période qui est si importante dans la construction de lui-même. Et donc, En fait, un aujourd'hui, enfant n'a pas assumé le rôle d'un adulte en étant enfant. oui, Parce que quand on impose tout ça, des comportements d'adulte à un enfant, et ben, c'est de l'hypersexualisation parce qu'il n'a pas son enfance. Il peut pas se comporter comme un enfant parce qu'on attend de lui qu'il se comporte comme un adulte. mhm. Et pour beaucoup de personnes, ce n'est pas grave l'histoire de Lolita. C'est juste une diversion, c'est un jeu. C'est un jeu de rôle. L'enfant qui se déguise en adulte, il veut devenir adulte, il va imiter. Pour beaucoup de gens, c'est normal.
Sauf que ce qui se cache derrière, c'est l'histoire de Lolita. Donc, le livre La de... réelle histoire. Bah, il y a l'histoire du livre. Premièrement, il y a l'histoire du film. Et puis, surtout, il y a la vraie histoire qui a inspiré tout ça. Et donc, on va voir que la réalité a été bien déformée. Donc, déjà, le livre, il parle d'une aventure entre un homme adulte et un enfant, une fille, de 11 ans ou 12 ans, je ne me souviens plus. 12 ans. 11 ans. Non, dans la réalité, oui, mais dans le livre, je pense que c'était 12 ans. Et en tout cas, c'est un enfant, c'est une fille, c'est une jeune fille, et cet homme, il finit par avoir des relations avec cette fille. Et en fait, tout le livre est autour de ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, l'amour entre cette fille et cet homme. Sauf que c'est juste du point de vue de l'homme. Et il s'imagine ce que la fille, elle doit ressentir. Mais finalement, il prend conscience à la fin du livre, il prend conscience de ce qu'il a fait et de tout le mal qu'il lui a fait à cette fille. Donc, ça, c'est vraiment terrible comme histoire. Déjà, dans le livre, c'était terrible. Mais quand le film est sorti en 1997, bah, l'histoire a été détournée. Et donc, on voit l'annonce, en fait, l'affiche de film, dans lequel on a une fille qui n'a pas l'air d'avoir 12 ans, déjà, premièrement. Et deuxièmement, c'est l'image de la fille qui va séduire, la jeune fille qui va séduire l'adulte. Alors que la situation réelle, la situation du livre, en fait, l'histoire du livre n'était pas du tout cela. Donc là on a un petit extrait de livre qu'on n'a pas lu. Je ne sais pas si Tamar, si tu veux bien le lire. Oui. Lolita, lumière de ma vie, feu de mes reins, mon péché, mon âme. Lolita. Le bout de la langue fait 3 petits pas le long du palais pour taper à 3 contre les dents. Lolita. Le matin, elle était l'eau, simplement l'eau, avec son mètre 46 et son unique chaussette. Elle était Lola en pantalon. Elle était Dolly à l'école. Elle était Dolores sur les pointillés, mais dans mes bras, elle était toujours Lolita. Mhm. Donc Lolita, c'était le surnom de cette fille. Dans l'histoire de Nabokov, c'était la fille s'appelait Dolores. Et en fait, il avait le surnom de Lolita. Et donc on a transformé C'est cette le surnom histoire. qu'il lui a donné. Voilà, c'est ça. Et donc là à droite, on voit une photo du film qui est sorti. Donc c'est un enfant mineur qui est à côté d'un homme mûr. Et en fait, c'est plus ou moins, entre guillemets, une relation consentie. Mais dans la réalité, c'est autre chose. Donc, il y a une enquête qui a été faite par une journaliste. Et j'aimerais inviter Itamar à lire cet extrait. Et je vais vous rajouter dans le commentaire de cette vidéo le lien. Alors, malheureusement, j'ai trouvé des informations en espagnol. C'est une histoire qui est assez connue aux États-Unis, donc on peut le trouver aussi en anglais. En français, je n'ai pas trouvé. Vous pouvez utiliser Google Traduction pour ceux qui ne maîtrisent pas l'espagnol. Il y raconte les recherches qui ont inspiré ce roman et assure que Vladimir Nabokov connaissait bien l'affaire et a même pris des notes sur l'événement. Le crime a eu lieu en 1948 lorsque Sally Horner, une fillette de 11 ans, a été kidnappée par Frank Lassalle, qui l'a forcée à avoir des relations sexuelles avec lui. Sally a été retenue captive pendant 2 ans jusqu'à ce qu'elle réussisse à s'échapper en 1950. Des années plus tard, elle est morte dans un accident de voiture à Woodbine, New York, quand elle avait 15 ans. À cette époque, l'affaire était couverte par de nombreux journaux américains, mais elle n'avait pas autant de pertinence car de nombreux détails sur l'affaire étaient inconnus. Malgré cela, Vladimir Nabokov est revenu sur le sujet. Et puis, bon, l'article est encore plus étendu, mais pour vous expliquer un peu la situation, en fait, ce qui est arrivé, c'est que cette fille, elle a, en fait, ses amis, et, entre guillemets, amis, ses copines, lui ont imposé un défi. Et le défi consistait à aller voler un objet de peu de valeur dans une boutique. Et elle, pour se faire accepter dans ce groupe, elle l'a fait. Sauf que quand elle a volé, cet homme, Franck Lassalle,
l'a surpris. Et il s'est fait passer par un agent du FBI. Et résultat, bah, il l'a menacé de l'arrêter. Finalement, il lui a dit, bon, finalement, je vais te laisser partir, mais restons en contact. Et puis, il la recontacte pour lui demander d'inventer un mensonge, de raconter un mensonge à sa mère en disant qu'il était l'ami des copines qui allaient l'inviter chez elle pour passer un moment en vacances. Donc, elle est partie avec lui. Finalement, il l'a kidnappé. Il l'a kidnappé. Et puis, le reste de l'histoire, on va de le découvrir. C'est une histoire sordide de pédophilie. Ça n'a rien d'érotique, ça n'a rien de sensuel, ça n'a rien de romantique. C'est cru et violent. Donc, comment on peut aujourd'hui construire l'identité sexuelle des petits-enfants par rapport à une histoire aussi dure? Donc, ça, c'est vraiment un problème. Et donc, l'histoire de Lolita, c'est l'histoire de la souffrance des enfants. Et à partir de là, on a inventé l'hypersexualisation des enfants. Donc, on fait tout le contraire de ce qu'on a dû faire par rapport à cette histoire. Il y a beaucoup de parents qui trouvent ça marrant. Franchement, je vous déconseille de suivre ce schéma. Je ne suis pas là pour donner des leçons de morale, mais analysez par vous-même ce qui convient pour le bien-être de vos enfants et suivez votre conscience. Aujourd'hui, la société elle est fracassée parce que l'hypersexualisation a démuni les jeunes enfants et les jeunes adultes pour avoir une vie affective et stable, équilibrée et fonctionnelle. Et donc, aujourd'hui, les jeunes enfants, parce que ça arrive aussi aux garçons, par exemple, ils sont amenés à avoir des relations sexuelles à un âge très tendre. Je veux dire, par exemple, très jeune, 12, 13, 14 ans. Ils sont déjà dans certains pays, bon, en France, c'est interdit par la loi et heureusement. Et certains le font quand même. Et certains le font quand même, mais il y a des pays, par exemple en Amérique latine, il y a certains pays dans lesquels les papas, ils vont ramener les garçons voir des prostituées pour qu'ils aient des relations sexuelle et qui découvre la sexualité de cette manière-là. Donc ça va créer un traumatisme chez l'enfant. Il va lui empêcher de découvrir la véritable sexualité, le véritable amour, et de s'épanouir. Il va l'empêcher de s'épanouir en tant qu'adulte. Ça, c'est vraiment dommage. Et c'est pour ça qu'on se trouve aujourd'hui avec des jeunes garçons et des jeunes filles qui, quand ils arrivent au mariage ou au couple, au moins, même si c'est marient pas, ils arrivent au couple, ils ont vécu tellement d'expériences sexuelles qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de comparer les uns et les autres. Ils disent, bah, un tel était mieux qu'un autre, ou si c'est l'homme, une telle était meilleure qu'une autre. Et donc, finalement, l'être humain, le compagnon, n'est plus un être humain, n'est plus une personne, est un objet. Aujourd'hui, on fait, par exemple, ce qu'on fait aujourd'hui, les boutiques en ligne, on va commander un objet. Là, par exemple, je commande cette règle, bah, c'est parfait, c'est bien, c'est transparent, c'est flexible, ça fonctionne très bien. Ah oui, mais les couleurs, ils commencent à partir. Bon, j'en veux plus. Allez, retour à l'expéditeur et on change. Et c'est ce qu'on fait aujourd'hui avec les êtres humains, les personnes. C'est pour ça qu'il y a autant d'instabilité. Et j'espère que vous voyez la connexion qu'il y a entre l'hypersexualisation des enfants et toute la souffrance et tous les conflits qu'on a aujourd'hui dans les familles. Parce que ça peut amener même à la violence, ça peut amener à beaucoup de choses. Donc, il y a un autre aspect, c'est ce qu'on appelle l'adultère. Et l'adultère, c'est un sujet qui, il y en a beaucoup qui n'aiment pas qu'on parle de ça. Et là, on voit cette image, voilà, cet homme qui est avec sa copine, avec sa femme, et il voit passer une autre fille, et il regarde, et il me dit, bon, elle est mieux. Et en fait, quand moi je suis en train de conduire ma voiture, bon, moi, en général, c'est juste pour l'exemple, donc je ne fais pas de comparaison, mais je suis en train de conduire ma voiture et je suis content de ma voiture, mais je vois un gars qui passe en train de conduire une Lamborghini. Et moi, j'aime beaucoup les Lamborghini. Je ne pense pas m'acheter une Lamborghini un jour parce que ça coûte trop cher, mais j'aime bien cette voiture. Et donc, du coup,
d'un coin de l'œil, bon, si je suis à l'arrêt, bien évidemment, je regarde la voiture et je l'admire. Parce que c'est un objet. Je peux me permettre de faire ça. Mais on fait ça aujourd'hui avec les êtres humains, avec des personnes. Il n'y a pas que les hommes qui font ça, hein. Attention, il y a les filles. J'ai eu l'expérience de pouvoir discuter avec des filles de ce sujet. Ils m'ont dit, oh, mais nous, on est encore pire, hein, sauf qu'on est plus discrète. Donc, c'est ça la différence. Alors, j'invite Itamar à nous lire ce texte de la Bible en Matthieu 5, versets 27 au 28. Le texte dit, « Vous avez appris qu'il a été dit, tu ne commettras point d'adultère. Mais moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. » Bon, ça c'est fort. C'est-à-dire que l'adultère, ce n'est pas limité à l'acte physique sexuel seulement, mais ça va pensée. encore plus loin. Ça va là? Dans la pensée. C'est dans la pensée, c'est dans l'imaginaire. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on a une imagination qui est, on va dire, corrompue, qui est contaminée par des images, par des expériences, alors on n'avait pas la maturité pour les gérer et qu'on arrive à l'âge adulte? Et qu'est-ce qui se passe dans notre esprit? Est-ce qu'on peut résister à cette tentation ou pas? Non, on finit par commettre un adultère. Et vous voyez, aujourd'hui, il y a beaucoup d'hommes et de femmes qui considèrent tout à fait normal de convoiter une autre personne que son conjoint. C'est normal. J'ai entendu même une phrase un peu dans le sens de l'humour, mais qui je trouve ça un peu triste. C'est de dire, oui, le fait de regarder le menu, ça ne veut pas dire qu'on va s'asseoir à table. Mais c'est vraiment horrible parce que, en fait, la personne qui est en face, elle est réduite à un objet. Voilà. Donc, ça me rappelle un peu ce qu'on a vu le dernier sujet sur Amnon. Oui. C'est exactement ça, la relation objet. Eros. Et c'est l'amour Eros et ça ne construit pas de lien. Et puis, finalement, chaque individu, il peut avoir 2, 3, 4 individus dans l'histoire, chacun est seul. Et tout le monde est seul. Et les gens, ils sont vides à l'intérieur. Donc, il y a un autre aspect qui est vraiment crucial dans cette histoire, c'est l'aspect de ce que nous regardons. Et on va revenir dans la série sur ce que nous voyons, ce qui attire notre attention, sur quoi on se concentre, et on va voir quels sont les effets. Et d'abord, je t'invite à lire. Alors, avertissement, la traduction officielle en français de ce livre n'existait pas. Donc, je me suis permis de faire une traduction pour vous. Donc, voilà, je préfère le préciser, ce n'est pas une traduction officielle. Donc, conseil, non, c'est des lettres pour gens amoureux. C'est ça? Ouais, mais... Si on traduit le titre. Ouais. Il n'y a pas de traduction officielle. Oui. Ok. D'Ellen White. Ellen White. Ellen White. Ellen White. Beaucoup de jeunes sont impatients d'obtenir des livres. Ils lisent tout ce qui leur tombe entre les mains. Les histoires d'amour passionnantes et les images impures ont une influence corruptrice. Les romans sont lus avec impatience par beaucoup et par conséquent, leur imagination est polluée. Des photographies de femmes nues sont fréquemment mises en circulation à la vente. Donc là, le texte, il commence par parler des romans. Aujourd'hui, il y a les séries télévisées, il y a les romans, il y a les livres et tout ça. Et donc, Ellen White commence par parler de ça. Est-ce que ça peut avoir un impact dans la vie de couple? Oui, clairement. Parce que les personnes qui regardent des romans vont avoir des attentes beaucoup trop élevées envers leur conjoint et des attentes qui ne pourront jamais être satisfaites. Réaliste. Oui, Imaginons ils ne sont pas réalistes. Et l'homme, il arrive en fin de journée, il est lessivé. Littéralement, il n'a plus de jus. Il n'a plus de force. Il arrive. Bonjour ma chérie. Bonjour. Elle lui demande comment ça s'est passé la journée. Horrible. Je ne veux même pas parler. Je suis tellement fatigué. Allez, je vais m'asseoir devant la télé. Je vais m'abrutir un peu. et là, sauf qu'elle a vu dans la série télévisée ou n'importe où, elle a vu l'homme qui était toujours pressant pour la femme. Et à chaque fois, il venait avec des fleurs et des chocolats. Et elle ne va pas le dire. Mais dans sa tête, elle va dire,
et mes fleurs? Ils sont où mes fleurs? Ils sont où mes attentions? Et l'homme, il est lessivé. En fait, il y a un décalage. Et pourquoi il y a un décalage? Parce que l'homme, elle est finalement tombée amoureuse d'un homme, d'un personnage de roman Fictif. qui est fictif, qui n'est pas un personnage réel. Et elle attend de son homme, qui est un homme, un homme en chair en os, avec des vrais problèmes, avec des vraies contraintes, elle attend la même réaction. Ah, alors, pour les maris, de temps en temps, une petite fleur, ça fait du bien. Mm. Voilà, je fais la parenthèse. Mais elle attend ça, et elle commence à ressentir quelque chose de la frustration Parce qu'elle est coincée dans un monde, il ou elle est coincée dans un monde fictif, imaginaire. imaginaire, qui n'est pas réel. Et ils ne sont pas conscients que ce n'est pas la réalité. Et ça, c'est valable, et c'est valable pas seulement pour les romans, mais aussi pour la pornographie. Vous savez, il y a beaucoup de garçons, toute référence à la sexualité sort de la pornographie. Mais dans la pornographie, il y a des personnes qui ne se connaissent pas, ils n'ont jamais tissé des liens, ils se rencontrent, ils se trouvent bien, ils ont des relations sexuelles, des relations intimes, physiques, sans tisser des liens, ils se séparent. Des fois, ils sont deux, des fois, ils sont trois, des fois, donc dans un désordre total, sans construire quoi que ce soit. Et pour beaucoup de garçons, pour beaucoup d'adolescents, la sexualité, c'est ça. La relation avec l'autre sexe, c'est ça. C'est pour ça qu'il y a autant de violence. Un homme qui frappe une femme, pourquoi un homme peut arriver jusqu'à frapper une femme? Parce qu'il ne la considère pas comme un être digne de respect. Parce que cet homme, lui-même, il est incapable de développer de l'empathie. Donc, il y a un retard de développement émotionnel, des capacités d'empathie dans cette personne. Et ça, c'est lié au fait qu'il a des références sur la sexualité qui sont complètement déviées. Donc, même la pornographie fait ça. Et puis là, elle part des images, en fait, les images des personnes, les images pornographiques, ce sont des images qui vont corrompre l'imagination. Ces images, ils vont revenir à un moment donné et ça va réveiller des choses chez les jeunes. Et on peut lire le deuxième paragraphe, s'il te plaît. Nous vivons à une époque où la corruption est partout. La convoitise des yeux et les passions corrompues sont éveillées par la contemplation et la lecture. Le cœur est corrompu par l'imagination. L'esprit est heureux de contempler des scènes qui suscitent les passions les plus basses et les plus viles. Ces images ignobles, vues à travers une imagination polluée, corrompent les mœurs et préparent des individus trompés et épris à déchaîner des passions concupiscentes. Okay, donc, c'est ça le problème. Hein. Le problème, c'est que la personne elle va être plus dans une dynamique des passions. Et la passion ne construit pas, la passion satisfait ce besoin et il passe à autre chose. C'est plus ou moins le comportement aujourd'hui. Il y a beaucoup de couples, il y a des personnes qui m'ont consulté à un moment donné, et j'ai eu souvent le cas des gens qui disent moi, j'ai 12, 13, 14 ans de mariage, là je suis en difficulté, je vais probablement divorcer, j'aimerais que tu m'aides à passer le cap, tu me donnes des conseils, comment je fais. De toute façon, moi je comprends bien que c'est normal, au bout de 13, 14 ans, ça fait quand même beaucoup de temps qu'on est ensemble, c'est normal qu'on passe à autre chose. Il faut changer, il faut barrer. Et je me dis à l'intérieur, il y a un vrai problème. Il y a un vrai problème. C'est la société entière qui est fait comme ça. Ce n'est pas pour juger, ce n'est pas une question de moralisme. C'est que si la société est instable, si la famille est instable, la société est instable. Si la société est instable, les pays sont instables. Ça entraîne de la souffrance, ça entraîne des problématiques comme les addictions, ça entraîne des problématiques comme la prostitution, la maltraitance, et les guerres, le sous-développement, etc., etc. Ça peut emmener loin cette histoire. Et on ne se rend pas compte que la famille est extrêmement importante et qu'elle est en train d'être détruite par des pratiques qui ne sont pas obligatoires. La sexualité n'est pas un jouet, c'est important, c'est un composant essentiel de la vie de couple, ce qui donne la stabilité au foyer.
dans une famille stable, les enfants sont instables, ils auront beaucoup plus de chances de développer une famille stable. Donc, c'est extrêmement important. Je voudrais finir avec une petite graphique pour expliquer un peu tout ça, le mécanisme mental derrière tout ça. Et on va imaginer que la vie se divise en 3 étapes. Donc, l'enfance, après, entre l'adolescence et l'âge adulte, je place au milieu du graphique. OK? Je vais vous expliquer pourquoi. Et on va analyser 2 situations. Donc, la situation d'une personne dite stable ou équilibrée et la situation d'une personne déséquilibrée. Donc, ça, c'est l'équilibré et ça, c'est le déséquilibré. En fait, on va faire la ligne de vie des événements qui se passent. Donc, comment est-ce que ça devrait se passer si c'était les facultés supérieures qui dominaient? Comment ça devrait se passer, cette histoire? Donc, en général, le développement de l'empathie, ça commence à la petite enfance. Bah, un bébé, un nouveau-né, c'est l'être le plus égoïste, le plus incapable d'empathie qui existe. Pourquoi? Parce qu'il pense que c'est le centre du monde. Enfin, Si, il a faim, il va pleurer jusqu'à ce qu'il soit nourri. exact. Et Et c'est surtout parce qu'il n'a pas la maturité nécessaire pour intégrer l'autre dans l'équation. Et un bébé, un nouveau-né, il ne va pas dire ah bah, il est 1 heure du matin, je ne vais peut-être pas réveiller mes parents quand même, ils sont fatigués. Bon, je vais attendre un peu. Non, le bébé, il ne va pas dire ça. moi, j'ai Non, faim, il a faim, il pleure, c'est tout. Ah, qui s'élèvent, ils sont fatigués, c'est leur problème. Hein. Ils n'avaient qu'à me pas ramener au monde. Hein. Donc, c'est le bébé est comme ça, mais au fur et à mesure que le temps passe, il va développer des capacités d'empathie. Il y a beaucoup de bébés, quand ils commencent à parler, tout ça, à marcher, ils vont jouer, et quand on le met avec d'autres bébés, qu'est-ce qui va se passer? ils ne veulent pas partager les jouets ou ils se disputent parce que un tel a pris le jouet d'un autre. Exact. Et il va le pousser, il va pousser l'autre. Des fois, il y a des bébés qui mordent. Parce que le bébé, il a une nature égoïste avec une capacité presque nulle d'empathie. Mais au fur et à mesure qu'il se développe, il va commencer à développer de l'empathie par ses petits frères et sœurs, par ses copains, par ses parents, etc., etc., au fur et à mesure qu'il se développe. Donc, et l'adulte, il va développer de l'empathie tout le long de sa vie. Une personne âgée qui a vécu une vie équilibrée est capable d'une grande empathie. Ce sont des personnes très douces, très aimables. Donc, on peut développer l'empathie tout le long de sa vie. Et donc, il y a au milieu de l'expérience humaine, bah, au milieu, bah, ça dépend de l'histoire de chacun, mais bon, ce n'est pas une ligne forcément chronologique. Mais je place ça au milieu, c'est le début de la vie conjugale. C'est là où on décide de joindre sa vie à quelqu'un d'autre et partager et faire un projet commun, construire un foyer, une famille. Et donc, ça arrive. Et peu avant, bah, il y a le développement du désir sexuel. Ah oui, je vois que je n'ai pas traduit cet élément-là. Je l'ai laissé en espagnol. Je suis désolé. Hein, je m'excuse auprès de nos amis francophones. Donc, c'est le développement du désir sexuel. Et en fait, ça va se développer parce que c'est un composant important. Nous, les êtres humains, nous sommes des êtres sexuels. La sexualité, ça fait partie de nos facultés que Dieu nous a données. On doit la développer dans le bon cadre. Et ce cadre-là, c'est la vie conjugale. Donc ça, c'est vraiment important. Et donc, cette personne-là, ça va être une personne qui va être équilibrée. Dite équilibrée. Alors, si on parle de la personne déséquilibrée, donc on va avoir une graphique qui est bien différente. Et donc là, on voit en fait le développement de la capacité d'empathie qui démarre. Et à un moment donné, il y a quelque chose qui le perturbe. Et qu'est-ce que c'est cette chose qui le perturbe? C'est l'hypersexualisation. Ben oui, c'est l'hypersexualisation. L'hypersexualisation va faire qu'un enfant, un préadolescent, va commencer à développer une sexualité précoce et comme il est complètement immature, en fait, ça va perturber, ça va frustrer sa capacité d'empathie qui va décroître avec le temps, ça va se stabiliser plus ou moins. Alors là, dans ce graphique, je fais plus ou moins un niveau stable à la fin,
mais ça peut arriver presque à zéro dans le cas d'un traumatisme, comme par exemple Un viol. un viol, oui, bah, c'est des gros événements, il y a des événements comme ça, des violences, tout ce qui est violence sexuelle, et donc ça peut détruire en fait la capacité d'empathie d'un être humain. Donc ça, voilà comment ça se passe. Et puis, l'hypersexualisation va faire que le développement de désir sexuel va être exponentiel. Bah, là, je ne vais pas dessiner exponentiel, je n'avais pas le dessin pour le faire, mais c'est exponentiel, et en fait, ça va accroître tout le long de sa vie. Et si on voit à la fin, dans le développement de l'adulte, on trouve une personne qui est complètement déséquilibrée. Bah, ils seront jamais satisfaits, en fait. Voilà. Donc, il va chercher seulement à se satisfaire et à remplir ses désirs. Donc, voilà, je vous remercie pour le sujet. On va quand même passer un petit moment des questions-réponses. Et on avait eu une question dans la section qu'on a fait précédemment en espagnol. C'était à quel âge on pouvait parler de sexualité aux enfants, c'est ça? Et donc là, la réponse était que il faut toujours parler de sexualité avec des enfants. Le grand problème, c'est qu'il y a pour beaucoup de parents, la sexualité, c'est quelque chose de sale, quelque chose qu'il faut cacher aux enfants. Et en fait, il faut expliquer que la sexualité, c'est quelque chose de beau, quelque chose d'important et quelque chose de sérieux. Et que c'est quelque chose qu'ils vont avoir quand ils seront grands et quand ils vont se marier. Il faut toujours avoir ce discours. Il faut parler ouvertement de toutes les questions qu'il peut poser d'un point de vue biologique, d'un point de vue émotionnel, psychologique, affectif, d'un point de vue moral. Il faut pouvoir parler de toutes ces choses-là pour que quand les enfants ils auront des questions ou ils seront en train de passer des moments difficiles dans leur vie, notamment à l'adolescence, qu'ils aient la confiance d'aller discuter avec les parents et avoir une source fiable d'informations. Et ça, c'est vraiment important. Et c'est quelque chose que je conseille vraiment aux parents de développer. Bon, chers amis, c'est la fin de cette vidéo, malheureusement, mais bon, j'ai dépassé un peu le temps qui m'a été donné pour cet échange. Mais en tout cas, je vous remercie pour votre attention. J'espère que le sujet est intéressant. Si vous le trouvez intéressant, comme à chaque fois, je vous demande, partagez sans réserve. Et si vous aimez la vidéo et vous voulez appuyer notre travail, vous pouvez le faire en donnant un like. Ça nous aide beaucoup. Oui, ça nous aide beaucoup parce que ça va augmenter la visibilité de nos vidéos sur YouTube. Donc, donnez un like. C'est vraiment C'est pas grand-chose. C'est pas grand-chose, mais pour nous, c'est grand-chose. Pour nous, c'est important. Donc, c'est une manière de nous soutenir. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse votre curiosité. Et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye.